Bon, alors on ne peut pas le faire en direct, donc du coup on le fait enregistré et je l'uploaderai après coup. Donc on avait trois sujets qu'on voulait traiter avec Sophie. Les fruits et carnivores, puisqu'il y a eu des sujets sur le groupe cette semaine. Les questions de l'absorption des graisses, parce qu'on a aussi ce sujet qui arrive régulièrement de gens qui ont des problèmes à manger suffisamment de gras, des comment on appelle ça, des inconforts quand ils mangent du gras et un peu trop. Et puis, on a eu un témoignage très intéressant cette semaine d'un de nos membres qui a pu se sevrer de ses benzodiazépines. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, on peut en parler sans qu'on ait grand-chose à en dire, autre que c'est une bonne nouvelle. Alors, sur le fruit carni, on a eu, comme souvent, des gens qui viennent poser la question de «Mais qu'est-ce que vous pensez des fruits?» Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui en disent du bien. Alors, la question, c'était Martha qui disait, mais est-ce que le fructose est néfaste pour le corps? Je suis assez interloqué de voir de plus en plus d'influenceurs carni, entre guillemets, se mettre à consommer des fruits arguant que c'est la saison. C'est la même personne qui dit que le fructose est mauvais pour le foie. Je m'interroge du coup, est-ce que le fructose des fruits est nocif pour le foie? Ou serait-il nocif uniquement si fruits consommés hors saison? Je vois beaucoup ajouter même du miel. Et toujours ces mêmes personnes qui diabolisaient tous les sucres. Qu'en est-il du miel? Est-ce nocif pour le foie? J'ai aussi entendu comme argument que nous avions des récepteurs de glucose et de fructose au niveau de l'intestin et donc le corps s'est très bien assimilé. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on a plusieurs sujets là-dessus. On a d'abord factuellement les, Euh, les fruits, donc dedans il y a des fibres, il y a des éléments qui sont les polyphénols et des choses comme ça qui ont pour tendance d'éviter qu'on en mange trop, parce que les arbres veulent bien qu'on mange leurs fruits, mais ils veulent pas qu'on en mange trop et ils veulent qu'on aille disséminer leurs graines ailleurs. Donc, il y a notamment un système qui fait qu'on ne peut pas manger trop de fruits parce qu'on a des récepteurs du fructose dans l'intestin qui sont en nombre limité et qui fait que quand on dépasse ces capacités, ben, ça part en diarrhée, ce qui arrange bien les arbres puisque c'est comme ça qu'on va répandre leurs graines. Euh, une fois qu'on absorbe le fructose, c'est pas un glucose. Ça fait pas monter la glycémie, mais c'est un produit qu'on ne peut pas absorber et qui va oxyder, qui va se poser donc on ne doit pas laisser dans le foie, dans le sang, parce qu'il est toxique, et que le foie va dégrader, va métaboliser. Donc ça ressemble à un toxique. Hein. Les produits toxiques, c'est des produits qui doivent passer par le foie pour être métabolisés, éliminés ou transformés en quelque chose de moins grave. Le professeur Lustig qui en parle depuis très longtemps, puisque sa première grosse conférence, qui était une conférence d'une heure et demie sur YouTube à l'époque où ça se faisait pas beaucoup, ça devait être en 2009, dans ces eaux-là. Euh, j'ai envie de dire, ouais, de 2009-2010. Donc, lui dit le fructose, et il parlait notamment des jus de fruits, il dit c'est comme de l'alcool, mais sans l'ivresse. Donc, finalement, à quoi bon? Alors, quand ça arrive dans le foie, il y a une première forme de traitement, c'est de transformer ce fructose en glycogène. Donc, le glycogène, c'est la réserve de sucre qu'on a dans le sang. Elle se situe à deux niveaux, dans le foie pour une petite partie et dans les muscles pour une autre partie. Et la réserve qu'on a dans le foie est à peu près de 50 grammes. Donc, à supposer que vous ayez complètement vidé la réserve que vous avez dans le foie, eh bien, les 50 grammes de fruits ou de fructose vont être le maximum, à supposer qu'un fructose fasse un glycogène. Et ça, je dois admettre que j'ai pas
la correspondance. Mais en gros, vous avez une quantité assez limitée de fruits qu'on peut transformer en glycogène. D'abord parce que la plupart du temps, votre réserve de glycogène dans le foie est pleine, et ensuite parce que ben, c'est pas une réserve très importante, 50 grammes. Le reste, donc, est transformé en triglycérides dans un process qui est très très proche du process qu'utilise le foie pour se débarrasser de l'alcool. Donc voilà, ça c'est un premier sujet. Il y a quelques cellules dans le corps qui peuvent utiliser le fructose. Et puis, il y a aussi une capacité dans les intestins de transformer le fructose en alcool. Et donc, il y a des gens qui sont en fait des formes de brasserie à eux tout seuls. Et donc, ils vont se réintoxiquer avec l'alcool que produisent les fruits dans leur intestin par la respiration. C'est-à-dire que ça va ressortir et ils vont le respirer. Ça va ressortir sous forme de gaz et ils vont le respirer. Donc, voilà. Pour ceux qui sont sensibles à l'alcool, il faut le savoir. Et donc, tout ça nous dit que le fructose est un produit toxique. Donc notre foie est capable de faire ce travail, mais quand il fait ce travail, il ne fait pas le reste. Donc il ne va pas, par exemple, s'occuper de traiter le gras. Donc pas une bonne idée en fait d'avoir un produit qu'on avale qui va se transformer en triglycérides, donc en gras, et qui va nous empêcher de métaboliser correctement le gras pendant ce temps-là. Alors quand je dis métaboliser, en fait, le gras, il est déjà souvent utilisé, mais c'est pour, par exemple, le transformer en cétone, qui est le découpage du gras en toutes petites molécules qui peuvent passer la barrière du cerveau et nourrir le cerveau. Euh, Ça, c'est un premier point. Donc, ça donne pas trop envie de prendre des fruits. Alors, pourquoi est-ce que certains carnivores vous expliquent qu'il faut prendre des fruits? Il y a trois raisons à ça. La première, c'est que une partie de ce qui inspire le mouvement carnivore, c'est de rechercher la façon qu'on avait de vivre il y a 10, 20, 30, 40, 50 000 ans, puisqu'en fait, c'est de dire on existe depuis 800 à 400 à 800 000 ans, et donc on a vécu la plupart du temps dans un autre concept, un autre système que celui dans lequel on vit actuellement depuis 50 ans, et donc retrouver ce système ancestral et retrouver le système le plus adapté à notre physiologie. Et donc, dans cette idée, il y a l'idée que bah, certainement, l'été venant, on devait manger des fruits. Il n'y a pas de raison puisqu'il y en avait. Et pourquoi est-ce qu'on nous en serait passé? Alors, très certainement, mais dans des quantités réduites, parce qu'on est nombreux à vouloir manger des fruits, hein, les oiseaux, les insectes, tous les mammifères, etc. Et deuxièmement, des fruits qui n'avaient rien à voir avec les fruits sucrés qu'on mange aujourd'hui. Alors, je vous engage à aller voir sur Internet à quoi ressemble une banane de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et vous allez voir quelque chose avec beaucoup de pépins dedans et des gros pépins, un peu comme les fruits de la passion, les choses comme ça. Donc, c'est pas du tout la même expérience que ce qu'on mange aujourd'hui. Et c'est pas aussi sucré que ce qu'on mange aujourd'hui. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les fruits, on ne peut les manger que quand ils sont vraiment mûrs, puisque avant ça, ils sont chargés de produits toxiques destinés à éviter que les oiseaux et les insectes ne les mangent. Donc, ils ne sont disponibles qu'à maturité, en fait. Et donc, ça, c'est souvent un problème dans les fruits qu'on mange aujourd'hui, puisqu'ils sont cueillis avant et qu'ils sont parfois encore lourdement chargés avec des produits phytotoxiques. Et puis, après, nous, on a un sujet qui est que euh, beaucoup des gens qui viennent en carnivore sont en train de se libérer d'une addiction au sucre. Et le fructose est un produit beaucoup plus sucrant que le glucose, et donc beaucoup plus euh, perturbant pour le cerveau. Et donc, dans un moment où on cherche à désinscrire dans notre cerveau cette tendance à se jeter sur le sucre,
Se la rappeler, même un petit peu et de manière un peu régulière, c'est une très mauvaise idée. C'est une façon de revenir sur la lutte contre son addiction. On a fait une petite vidéo dans le passé sur la question de comment régler son addiction. Ça inclut de ne jamais accepter que c'est bon, l'addiction. Il faut jamais se dire que finalement fumer c'était quand même assez sympa et qu'on aimait bien ça. Le simple fait de se dire qu'on aimait bien ça est une façon de recharger, de redévelopper le circuit neuronal qui nous fait tomber dans l'addiction. Donc, pour cette raison-là, nous, on est très opposés à l'idée de prendre des sucres, des fruits en carnivore. Si c'est pris comme condiment, c'est-à-dire vous mettez quelques myrtilles dans un pemmican, les myrtilles elles sont pas très sucrées et le pemmican il va pas devenir sucré pour autant, ça va rajouter un petit goût différent. Les condiments, pourquoi pas si vous les supportez. Si c'est pour prendre un melon sucré, ça va être un problème. Ça va être rappeler à votre cerveau que vous avez aimé le sucre dans le temps et rendre plus difficile la capacité à lutter contre une envie de fruits. Dernier point, donc tous ces influenceurs qui retombent sur le sucre ont souvent une caractéristique commune, c'est qu'ils ne mangent pas assez euh, de viande. Alors, le plus connu d'entre eux, c'est Paul Saladino, qui a été pendant 1 an et demi, 2 ans carnivore, qui a été un gros promoteur du carnivore. C'est lui qui a écrit un des livres qui est le plus complet sur le sujet. Et il a expliqué que maintenant, il avait besoin de prendre plus de 100 grammes de miel et puis des fruits, et que maintenant, il vit au Costa Rica et que du coup, il peut se permettre, etc. Alors, deux choses. Paul Sadino, en fait, quand on voyait les assiettes qu'il mangeait qu'il consommait sur une journée, c'était très faible, très peu de choses. Et la deuxième chose, c'est que il était aussi le promoteur d'un produit de complément alimentaire qui était du foie desséché. Et il est tout à fait possible qu'il ait fait des surconsommations de foie. Et les surconsommations de foie, ce que ça donne, c'est trop de vitamine A éventuellement. La survitaminose en vitamine A existe. Et ou trop de cuivre, par exemple, ou éventuellement de zinc. Enfin, il y a des minéraux qu'on peut avoir en excès si on mange trop de foie. Nous, chez les carnivores, on pense que on mange une vache par an, grosso modo, et donc manger un foie de vache par an est une bonne mesure, et ça fait à peu près 150 grammes par semaine de foie, donc ça me paraît une bonne dose si c'est ça que vous voulez. Il y a des carnivores qui n'en mangent pas du tout et qui s'en portent à peu près bien. Donc voilà, souvent, les envies de sucre, les envies de fruits que vous pouvez avoir sont plus l'expression d'un manque de nutriments. Pensez à bien vous nourrir avec au moins 10 grammes de viande par kilo de votre poids de corps. Alors après, il y a toujours un débat si c'est les kilos maintenant ou les kilos que vous aurez une fois que vous avez perdu ce que vous voulez, mais quelque part entre les deux. Et c'est un peu une sorte de minimum en termes de protéines. Et puis après, d'avoir des viandes bien grasses et avec dessus du gras, puisqu'on a besoin de 100 à 200 grammes de gras, grosso modo, selon son poids, son activité, etc. Donc, c'est deux choses différentes, hein. Les protéines, c'est ce qui vous permet de reconstruire votre, de renouveler la structure de votre corps, de mettre en place des enzymes et des hormones qui sont des messagers et des facilitateurs, et enfin des facilitateurs, des messagers, et à côté de ça, donc il y a les gras,
à part les quelques acides gras insaturés essentiels comme les oméga 6, oméga 3, qui sont nécessaires pour la structure aussi de l'organisme. Il y a le gras saturé qui, lui, est votre source d'énergie. Donc, il y a les protéines qui sont les matériaux de fabrication et le gras saturé qui est la source d'énergie plutôt. Voilà mon point sur les fruits et le fructose. Est-ce que tu as des éléments que tu voulais ajouter, Sophie? Je pense qu'il y a différents profils parce que là, tu évoquais les personnes qui éventuellement mangeaient pas assez et je pense aussi qu'il y a des profils de personnes qui ne règlent pas la problématique de l'envie de fructose ou de sucre ou de fruits. Enfin, ça dépend sous quel angle on y regarde. Mais je pense qu'il y a ce profil-là qui, du coup, manger des fruits est une excuse, ou en tout cas on se trouve des excuses en mangeant des fruits pour justifier le fait que c'est peut-être pas si mauvais, mais je Hmm. pense que je m'exprime pas très bien, mais l'idée, c'est que je pense qu'il y a différents profils. Oui. Et il y a peut-être ceux qui mangent pas assez, qui du coup ont encore un appel du sucre qui en fait est un appel de famine. Et comme il manque des calories, des nutriments, eh ben le corps appelle son carburant de base depuis des années de malbouffe qui est le sucre. Mhm. Donc il y a ça. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi une résistance à se dire bah non, enfin quelque part une partie de soi qui continue à dire j'ai pas envie d'arrêter le sucre, enfin j'ai pas envie d'arrêter le sucre ou les fruits ou Mhm. et, et et je pense que c'est important de se regarder en face avec ce qui se passe vraiment derrière je mange des fruits parce que je pense que c'est bien et que ça fait partie du régime ancestral et patati Mhm. patata. Mais chacun peut avoir ses convictions et je veux dire, je juge pas le fait qu'on puisse penser ça. Chacun Mhm. pense ce qu'il veut, mais je pense que c'est important de se regarder en face en disant qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce truc. Si c'est vraiment une conviction et ouais, et qu'on est convaincu du truc et machin, ok. Si c'est parce qu'on mange pas assez et qu'on se dit, ben, je sais pas, et ça me prend les tripes et d'un seul coup j'ai envie de bouffer, et du coup j'ai envie de bouffer des fruits, donc du coup je mange des fruits, ben ok, dans ces cas-là, il y a peut-être un manquement quelque part. Et puis aussi de se regarder dans le fait que ben c'est comme quand tu arrêtes de fumer en fait. Est-ce que tu as vraiment envie d'arrêter de fumer? Mhm. Et pour avoir fait un paquet d'arrêts de tabac en tant que thérapeute, ça, je l'ai vu plein de fois où les gens ils me venaient, bah en fait, c'est ma femme qui m'envoie, mais moi en fait, j'adore ça, donc, enfin voilà, c'est juste Mhm. elle m'a menacé, il faut que j'arrête de fumer. Et dans ces cas-là, bah la personne elle a pas envie d'arrêter de fumer en fait. Mhm. Tu vois, je sais pas si c'était très Ouais, clair ouais, ce ouais. que j'ai raconté, mais je Non, pense c'est qu'il y a clair. C'est clair. différents profils et un des premiers trucs, c'est de s'arrêter et de se regarder en face dans la démarche de manger des fruits. Qu'est-ce qu'il y a derrière concrètement et non pas qu'est-ce que je me raconte pour justifier le fait que je mange des fruits. Mhm. Mhm. Oui, tout à Et fait. après, bah, de pouvoir évaluer en fonction. Mais la première étape, à mon sens, c'est plutôt ça, tu vois. Ouais, c'est juste. C'est juste, c'est juste. C'est juste qu'il y a ce sujet, effectivement, à partir de quel moment on est en train de se raconter une histoire pour pouvoir continuer à vivre son addiction. Ouais, et puis de se voiler la face, en fait, Mhm. de dire, bah ouais, ouais. Et puis je vois un tel qui fait ça, et puis il y en a ce qu'on disait tout à l'heure, mais les deux mecs là. Euh, mais il y a eu pas mal de vidéos qui ont été aussi partagées sur le Mhm. groupe, mais qui, qui parlent du régime ancestral, mais c'est confusionnant avec le régime carnivore et qui vante le fait de quand même mettre des glucoses et que le glucose serait indispensable à la vie. Et puis hop, tu glisses sur oui, mais du coup les fruits c'est en été, oui, mais pas que. Et puis Mhm. c'est avant le sport, et puis après c'est avant ça, avant ça. Et tu te dis en fait les frontières deviennent hyper diluées. Et au final, t'écoutes ça, tu te dis, et quand tu les écoutes, leurs arguments font que tu te dis, bah ouais, à la rigueur, pourquoi pas, ça peut tenir la route, tu vois. Mhm. Mais
au bout d'un moment, ça fait un truc qui est vachement dilué et après tu te dis, bon, et en fonction de chaque personne, j'ai donné mon cas personnel à moi, mais mon parcours de vie et mon parcours par rapport au sucre font que si je commence à mettre le nez dans du melon, par exemple, je vais être mal barrée, peut-être pas cet été. Mm. Parce que cet été, je vais réussir à me raconter le fait que oui, je peux manger un petit bout de melon et que je fais du sport, il suffit que je le mange avant le sport et puis ça va pas me poser de problème, nanana. Mais je sais qu'à long terme, même si je le sens pas tout de suite, je sais qu'à long terme, ça me redéclenche tous mes circuits du sucre. Mm. Sauf que je vais pas le sentir cet été parce que je suis active, parce qu'il y a du soleil, parce que je suis dehors, parce qu'il y a du monde. Mais à partir du moment où le soleil va être un peu moins présent, ben oui, il faudra que je me dise de manger moins de sucre, sauf que mes circuits, ils sont tout en freestyle en fait. Mhm. Et là, je pense, c'est mon avis personnel, dans ma situation personnelle, mais je pense que là, je me mettrais en galère parce que du coup, je serais en mode circuit de sucre allumé. Mm. Mais c'est mon parcours avec le sucre, donc Ouais. enfin, ce que je disais tout à l'heure, ça me dérangerait pas de manger une myrtille sauvage qui est vachement acide ou voilà, de manger une pomme sauvage qui est vachement acide comme j'en trouve chez moi, chez mon vrai chez moi. Mais si je mange un vrai fruit d'aujourd'hui qu'on achète dans une épicerie et qui est bourré de sucre, mais je pense que c'est comme si je me faisais un rail de coke en fait. Mhm. Ouais, Donc après, c'est chacun son profil, mais enfin, voilà, moi tout à fait. Et Je, alors je après, ferais gaffe avec ça, je ferais gaffe avec ça. Il y a quelque chose qui me gêne un peu là-dedans, c'est que le discours un peu dilué me gêne un peu parce que je pense que c'est compliqué pour les personnes qui ont des difficultés. C'est comme l'histoire de l'alcoolisme en fait. Je vais pas me comparer à une alcoolique non plus, mais malgré tout, ça c'est pareil. J'en ai vu dans l'exercice de ma profession, mais on n'est pas égaux face à l'alcool. T'as des gens qui sont c'est pas la quantité d'alcool que tu bois qui fait que tu es alcoolo-dépendant ou pas, en fait. mm, C'est le rapport que tu as avec l'alcool. Et avec le sucre, c'est pareil, c'est que tu peux bouffer beaucoup de sucre et puis t'arrêter, et tu as des personnes, elles vont en bouffer beaucoup, elles vont s'arrêter, et il n'y a pas de sujet, en fait. Et il y mm, a des personnes, le moindre petit truc de sucre qu'elles vont reprendre, et elles vont retomber dans l'addiction. mm, Et l'alcoolisme, c'était pareil. Moi, j'ai vu des alcooliques qui étaient alcooliques, alcoolodépendants, avec pas beaucoup de quantité. Le seul problème, c'est que dès qu'ils remettaient le doigt dedans, ouais, c'était mort, en fait. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il faut pas en prendre beaucoup, hein. Mm, Faut juste que ce qui se joue, c'est la dépendance qu'on a au produit. C'est pas la quantité qu'on prend. mm. Donc, euh, donc c'est à chacun de voir aussi avec son profil, mais de faire gaffe avec ça, parce que ça peut être vachement trompeur. Parce que sur le coup, on peut se dire, ah bah non, c'est facile, ah bah tout compte fait, j'en ai pas plus envie que ça. Mm, Et puis, c'est juste au moment où il va falloir s'arrêter, on va voir qu'on pourra pas, et là, on va se dire, merde. mm. Tout à fait. Alors là-dessus, je voudrais rajouter un point les méfaits du fructose. Et il y a un truc qui est très 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 clair, c'est l'impact que ça a sur les dents. Il y a un article là qui est paru il n'y a pas très longtemps où il montrait que les tribus primitives du début du néolithique, c'est-à-dire il y a moins de 10 000 ans, enfin moins de 10 000 ans avant notre ère, avaient pour certaines des caries et des problèmes de dents absolument énormes. Et ils se sont posé la question de qu'est-ce qu'ils consommaient, et ils s'est aperçu que c'était la consommation de certains fruits et de certaines graines qui apportaient de la nourriture pour les bactéries qui prolifèrent dans la bouche et qui vont créer une acidité qui va attaquer l'émail et donc permettre l'infection des dents. En fait, les, euh, les bactéries qu'on a dans la bouche sont particulièrement sensibles au fructose. Donc, mangez des fruits. Après, prenez des dentifrices fluorés
et vous avez un parfait combo pour avoir des caries et des infections des mandibules. On a beaucoup de membres du groupe qui ont quitté des régimes végétariens, fructivores, etc., et qui ont encore des, euh, des problèmes de dents très conséquents, des greffes de gencives et des choses comme ça qui leur ont coûté beaucoup de douleur et de confort. Donc, une raison de plus de ne pas manger de fruits. Alors, le deuxième sujet qu'on voulait évoquer, c'était la question de l'absorption des graisses. Donc, on a régulièrement sur le groupe des membres qui viennent nous parler de leurs difficultés qu'ils ont à manger des quantités de graisse suffisantes. Alors, il n'y a pas le choix, il faut manger du gras puisque c'est le gras qui nous nourrit, c'est le gras qui nous apporte l'énergie, c'est le gras qui nous apporte aussi une grande partie des vitamines, notamment les vitamines dites liposolubles. Donc, ils sont les vitamines D, les vitamines A, A, D, E, K, comme ça. Donc, voilà, ça c'est essentiel, puisque vitamines. Euh, Alors, il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet psychologique. On a appris depuis des dizaines d'années que le gras était mauvais pour nous et maintenant on est en train d'en manger. Donc, chez beaucoup de gens, il y a un vrai sujet d'adaptation psychologique et c'est pas parce que c'est psychologique qu'il faut le prendre à la légère et que c'est un sujet facile. Il y a un autre sujet qui est notre capacité à absorber le gras, c'est-à-dire physiologiquement à transformer ce gras qu'on mange en micro-gouttelettes qu'on appelle les kilomicrons et qui vont passer dans le système, dans l'organisme via le système lymphatique. Ça ne passe pas par le sang, ça passe par la lymphe et qui s'est déversée dans le cœur sous forme déjà utilisable par l'organisme. Et puis le reste arrive dans le foie à un moment ou à un autre. Et là, dans le foie, c'est repackagé sous forme de transporteurs, enfin au sein de transporteurs qu'on appelle les LDL et les HDL. Donc voilà, tout un autre sujet. Mais pour dire quoi? Pour dire que la façon de transformer ces chaînes d'acides gras en micro-nutriments qui sont enfermés dans des petites billes, ça demande euh, des enzymes en quantité suffisante. Ça demande de la bile qui va émulsifier le tout pour en faire comme le savon émulsifie le gras, pour en faire des microbilles. Et bah, tout ça, on n'a pas forcément les bonnes quantités, on n'a pas forcément les bonnes productions au départ. On va s'adapter, mais faut faire le travail. Donc il faut donner du temps en fait. Et le mieux dans ce cas-là, c'est de sortir de l'idée de faire un repas par jour, mais d'en faire 4, 5 si nécessaire, pour pouvoir avoir les bonnes quantités, c'est-à-dire des quantités suffisantes par rapport à la production qu'on est capable de faire à date d'enzymes, donc de lipase et de bile, d'acide biliaire qui sont les deux grands composants de ce qui permet de digérer les acides gras. Il y a néanmoins un troisième point qui est important, qui est de ne pas boire en même temps qu'on mange, et en particulier de l'eau froide. Parce que bah, si vous voulez diluer l'acidité de votre estomac, si vous voulez baisser la température de votre estomac, boire de l'eau froide est une bonne idée. Donc, jusqu'à une demi-heure, voire même un quart d'heure avant de manger, c'est pas grave de boire. Quand vous mangez et jusqu'à une heure et demie, 2 heures après votre repas,
c'est pas une bonne idée de boire. C'est alors si c'est des petites gorgées juste pour se désaltérer, pourquoi pas. Si c'est un verre d'eau, c'est probablement pas une bonne idée. Donc ça va certainement poser un problème sur votre capacité à absorber le gras et ça peut vous donner des nausées, des sentiments d'inconfort si vous n'avez pas donc optimisé votre capacité à absorber tout ça. Donc voilà le point que je voulais faire sur cette absorption du gras. C'est différent de l'adaptation que nos cellules doivent faire pour utiliser du gras au lieu du glucose. On en parlera probablement dans une autre vidéo. De fait, on a déjà dû en parler, mais là, on parle vraiment de qu'est-ce qui se passe dans notre système, dans notre tube digestif, dans notre duodénum, pour faire passer du gras qu'on a mis dans la bouche en molécules qui peuvent passer la barrière et qui peuvent être utilisables. Sophie, tu avais des... Non, non, rien de. C'est juste, un sujet qui est très récurrent en ce moment, bizarrement. Il y a Mhm. des périodes à thème comme ça, Ouais, mais c'est vrai. il y a pas mal de questions par rapport à ça, ou en tout cas de témoignages de personnes qui ont du mal à digérer le gras et au final, où on voit qu'il y a une consommation d'eau pendant le repas. Ouais, ça c'est un sujet, puis après ça prend un peu de temps, c'est pas aberrant, hein, si pendant des années vous avez non seulement pas consommé du gras, mais en plus vous l'avez diabolisé, ben effectivement ça doit faire certainement très drôle de, de, de faire ce passage de l'autre côté de la barrière, hein. Mais ce qui est certain, c'est que le gras est la meilleure source d'énergie qui puisse être mis à disposition du corps. La meilleure preuve, c'est que l'énergie qu'on a en trop, on la stocke sous forme de gras et sous forme de gras saturé. Donc c'est probablement parce que c'est le moyen le plus facile quand on a besoin de les stocker après. Ok, alors le dernier point, c'était de parler du témoignage d'une de nos membres qui nous a fait très plaisir parce que c'est ce genre de témoignage qui est vraiment euh, agréable à lire. Elle a réussi à sortir de sa dépendance aux benzos. Alors, les benzos, c'est en fait une classe de médicaments, benzodiazépines, qui sont, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui sont des produits qui sont surtout destinés à baisser l'anxiété. Donc le problème, c'est que c'est très 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 compliqué pour s'en sortir après. C'est très compliqué, il y a des phénomènes de manque et d'accoutumance qui sont absolument hallucinants. C'est assez bien décrit par Jordan Peterson qui a eu une expérience assez malheureuse avec ça. Donc là, notre membre nous explique que elle a eu 14 années de substances diverses liées à des neuropathies, elle avait déjà réussi à arrêter les antidépresseurs, les morphines, mais les benzos, elle n'avait pas réussi. Elle avait réussi à réduire les doses de 5 par jour, puis 4, puis 3, puis 2, mais elle était toujours avec un par jour depuis 2020. Et là, elle nous communiquait sur le fait qu'elle avait réussi à arrêter avec quelques heures bizarres, mais que globalement, tout allait bien. Donc, il faut voir si ça va durer. Il peut y avoir des effets rebonds, il peut y avoir des... Mais c'est assez formidable hein, parce que c'est vraiment une drogue qui est
qui est, terrible, terrible. Enfin, ça touche au cerveau, mais de manière très forte. Il y a beaucoup de gens qui sont morts de ça. Euh, c'est des choses qu'on cite dans le cas de gens comme Marilyn Monroe, comme euh, Whitney Houston et Amy Winehouse. C'est des drogues qu'on donnait un peu comme ça pour des gens qui avaient des angoisses et des anxiétés, et des crises d'angoisse et des anxiétés. Et en fait, euh, on s'en sort pas. Sans des, enfin, c'est difficile d'en sortir et ceux qui essayent d'en sortir un peu trop fort et sans l'aide médicale peuvent avoir des crises absolument terribles et pendant très longtemps. Donc l'exemple de Jordan Peterson, ça lui a pris au moins 9 mois pour s'en sortir. Donc il avait eu des épisodes un peu intenses. À la fois, il était assez fatigué puisqu'il avait fait des tours du monde avec ses tournées de conférences. Il avait sa fille qui devait se faire réopérer d'articulation parce que il y avait un remplacement de cheville qui avait été mal fait, et donc ça le pesait un peu. Et puis il apprend que sa femme a un cancer que les médecins annoncent comme incurable. Et il va demander à son docteur de lui remettre une dose de benzodiazépine. Et quand il va l'arrêter, ça va avoir les effets inverses de ce que ça fait normalement. Ça va augmenter son anxiété. Et ça arrive de temps en temps avec le benzo. Et il va avoir une quête absolument incroyable pour réussir à trouver des gens autour du monde qui sont capables de lui faire un sevrage. Donc certains ont essayé le sevrage de le mettre en coma artificiel d'attendre que ça passe, ce qui a été une expérience absolument atroce. Et puis je crois qu'il a trouvé en Serbie une clinique qu'il savait faire et qui lui a permis de s'en sortir. Mais avec des sujets de troubles moteurs, d'incapacité à rester assis, enfin des trucs qui sont assez perturbants. Donc voilà le petit point que je voulais faire là-dessus. Je sais pas si tu as des choses à Non, ajouter. je trouve ça chouette. Ouais, Je trouve ça vraiment chouette parce que c'est vraiment une catégorie de médicaments où l'accoutumance, elle est au niveau le plus élevé. Donc je trouve ça vraiment chouette de voir le témoignage d'un parcours de détoxification, quoi. Donc ouais. c'est cool. Ouais, et ça, c'est assez fréquent hein, sur le groupe. C'est vraiment gratifiant et c'est assez fréquent d'avoir des gens qui, pour des sujets contre lesquels ils combattaient depuis des années, que ce soit des problèmes de peau récurrents avec des gens qui avaient des éruptions constantes, que ce soit des problèmes d'articulation avec des troubles articulaires très douloureux, que ce soit des problèmes de respiration, des problèmes de maux de tête, alors, bien sûr des problèmes d'obésité morbide, enfin, et qui viennent régulièrement nous dire, bah, écoutez, je voulais témoigner parce que là, regardez ce qui est arrivé. Ce ne sont que des anecdotes, mais l'accumulation d'anecdotes, ça finit par faire des cases et éventuellement des études. Et c'est très agréable. D'avoir pu contribuer à ça, c'est vraiment très très intéressant. Mm. Non, c'est chouette et je sais plus si c'est Baker ou Shafi. Je sais plus lequel des deux. J'ai lu un truc dans ce qu'il racontait et je crois que c'est Shafi, qui disait que malheureusement il n'y avait pas assez, enfin il y avait pas assez d'études, que eux ils rapportaient plein de cas, de toute façon avec Baker et avec
Canberry aussi, mais il rapportait plein de cas et disait malheureusement, il n'y a pas d'études en fait pour le prouver et il déplorait le fait que par rapport à la médecine classique, en fait, que comme rien n'était prouvé, rien n'était cru et qu'à un moment, il fallait que les gens ouvrent les yeux et se rendent à l'évidence qu'il y a des cas cliniques et que les cas cliniques sont la meilleure preuve en fait. Ouais. Et lui, il déplorait ça, de dire on a des situations cliniques, on a des témoignages, on a des faits, on a des résolutions Ouais. de pathologies qui sont juste hallucinants. Et comme il n'y a pas d'études, comme il n'y a pas euh, la science derrière qui vient démontrer que oui, c'est possible, et ben en fait, tous ces cas cliniques, c'est comme s'ils n'existaient pas. Ouais. Et je trouve ça assez hallucinant parce que c'est vrai que les témoignages qu'il y a par exemple là dans le groupe, mais qu'il y a partout en fait. Quand tu regardes Mhm. bien, Ouais. ça pull sur Insta, tu vas sur les chaînes YouTube de ces médecins anglophones, c'est Mhm. pareil, c'est que des témoignages Ouais. et malgré ça, bah ça reste une parole en l'air parce que les cas cliniques sont pas pris au sérieux, alors que je veux dire, c'est pas comme si on allait à Lourdes et malgré le fait que ça peut marcher, Oui. mais il y a quand même une répétition, Mhm. il y a quand même quelque chose qui est mis en place de concret. Il y a des faits derrière, c'est pas juste tu bois une eau miraculeuse et ça marche pour toi, tu vois. Ouais. C'est Sean Baker qui avait fait une conférence là-dessus, N égale 1, mais en fait, la science, c'est des multiples N égale 1, quoi. Les N égale 1, c'est quand le nombre de personnes dans l'échantillon sont égales à 1, bah, c'est juste une anecdote, et donc c'est pas représentatif, mais quand on a des multiples cas qui disent la même chose, en soi, ça devient une source d'information. Et en fait, le sujet, c'est que c'est aussi Didier Raoult qui en parle assez bien. C'est qu'en fait, les gens se trompent en pensant que la science, c'est les études randomisées avec des groupes de contrôle. Parce que ça, c'est le cas quand les effets sont trop légers et qu'il faut vraiment arriver à faire la différence entre deux groupes en sachant que personne n'est au courant de s'il a eu le produit ou pas et en sachant que on peut comparer les groupes parce qu'ils sont égaux. Ça, c'est ce qu'on fait quand on travaille avec des molécules pharma, et que, on se méfie de ce que disent les pharma, donc on leur demande de faire une étude randomisée, où ni eux, ni les patients ne savent ce qu'ils ont pris, et on leur demande de comparer avec un groupe de contrôle, et notamment le groupe de contrôle doit être un groupe qui a eu le traitement, le meilleur traitement actuel parce qu'on voudrait qu'ils arrivent à démontrer que ça fait vraiment mieux que ce qu'on a déjà. Mais c'est complètement différent quand on est en train de chercher des traitements qui fonctionnent. Donc, par exemple, le cas de la résolution du diabète par le régime cétogène, dont le régime carnivore fait partie, eh bien, il y a une étude qui a été faite sur plusieurs années sur 80 personnes. Il n'y a pas besoin de plus et il n'y a pas besoin d'un groupe de contrôle. Le groupe de contrôle, c'est l'ensemble des gens qui sont malades du diabète d'habitude et dont on dit, ah ben non, mais on ne peut rien faire. Et là, quand vous avez un groupe sur lequel on fait une intervention et plus de 80%, je crois que 85% des gens en sortent avec une réduction systématique de leur diabète de type 2, bah, ça suffit. On n'a pas besoin de faire une étude avec 3000 personnes en double aveugle. C'est pas vrai. On a besoin uniquement si on n'est pas sûr de l'effet, parce qu'il n'est pas assez important et il laisse de la place au hasard. Ce qui est souvent le cas avec les nouvelles molécules, hein. Je rappelle que l'écart, d'après les études qui sont un peu bizarres, parce qu'on n'a pas les sources sur le sujet de la statine, donc des médicaments qui font baisser le cholestérol, l'écart qu'ils affichent, c'est que si on prend la statine, on va survivre 3 jours de plus que les autres. C'est infinitésimal. Et c'est donc quelque chose qui pourrait s'expliquer par autre chose. Donc on est obligé de faire des très longues séries pour montrer que c'est pas du tout explicable par le hasard.
mais ça reste que 3 jours d'écart. Bon, cool. Ben, je crois qu'on a fait notre programme. Alors, qu'est-ce qu'on a à annoncer? Prochaine réunion dimanche 25 à 18 heures. Donc, venez sur le Zoom si vous voulez parler avec nous, poser vos questions, etc. Et après, en général, vers 19h30, 20 heures, on passe en direct sur YouTube ou en différé dans le cas présent. Mais en tout cas, on enregistre. Le 21 septembre, pardon, oui, c'est le 21. Le 21 septembre sera un samedi. On va aller dans la Sarthe pour voir l'élevage de vaches qui est derrière moi, là. Les petites vaches qu'on voit dans ce grand champ. Donc ça, c'est 21 septembre. Réservez votre date. On va mettre les éléments dans le groupe. Et donc, bah, on va là-bas, on vous présente l'atelier. C'est Christophe qui est un des membres qui s'en occupe. Et on fera un barbecue avec ce qu'on a comme viande là-bas. Donc ça va être très sympa. Et puis dans le courant du mois d'octobre, on fera la découpe d'une vache chez Adrien, je ne sais plus s'il est sur le groupe ou pas, mais enfin qui dont c'est le métier. Voilà ce que j'avais à dire de mon côté. Tu as des annonces qui te viennent en tête? Non, je crois que tu as tout dit. Si tu as parlé du repas, non? Ah, tu as raison. Donc on pensait faire le prochain repas carnivore à Paris le quinze septembre, c'est un dimanche, dimanche midi. Donc, on va encore une fois le signaler sur le groupe, mais notez-le déjà dans votre agenda si vous êtes sur Paris. On se retrouve à ce moment-là. Merci Sophie. Bah merci à toi. Je crois que t'as tout dit ce coup-là. Et puis donc, on se revoit dimanche prochain à 18 heures. Ça marche. À bientôt. Allez, bonne semaine.